Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble le TypeScript. Alors le TypeScript, c'est un langage de programmation qui est open source et qui est développé par Microsoft et qui se présente comme un surensemble du JavaScript. Comprendre par là que si vous faites du JavaScript valide, c'est aussi du code de TypeScript valide. Donc le langage ne fait que rajouter des fonctionnalités supplémentaires par-dessus le code JavaScript que l'on a déjà l'habitude d'utiliser. Donc le principe du TypeScript, c'est d'écrire un TypeScript et après on va utiliser un transpiler pour automatiquement créer du JavaScript valide. Et on va pouvoir choisir de créer du JavaScript qui est ES5 compatible, ES3 compatible ou ES 2015 compatible. Et après derrière, on pourra y passer d'autres choses telles que Babel ou autre. Donc on peut se demander pourquoi rajouter des fonctionnalités. Moi je suis très bien avec mon JavaScript. Alors comme son nom l'indique, le TypeScript va rajouter toute une notion de typage, va aussi améliorer le système de classes et globalement va vous permettre de créer un code qui est mieux structuré et plus sécurisé, étant donné que les fautes, les erreurs que vous pouvez commettre vont être détectées dès la compilation entre guillemets. Donc si vous faites des erreurs et qu'il y a des problèmes de typage qui ne correspondent pas, vous n'allez pas envoyer ça en ligne pour vous rendre compte après que ça ne fonctionne pas. Donc directement, le transpiler va vous renvoyer des erreurs. Alors ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet et de découvrir la technologie ensemble. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que tout ce que je vais préciser dans cette vidéo est déjà disponible dans la documentation. Donc si vous vous rendez dans la documentation, ce qui vous intéresse, c'est le handlebook. Donc globalement, ça vous énumère un petit peu toutes les fonctionnalités qu'apporte le TypeScript par rapport au JavaScript. Donc il y a des choses que l'on connaît déjà si on a fait un petit peu de ES6 ou de ES 2015, et après il y a des trucs qui sont véritablement nouveaux. Donc tout ce que je vais expliquer dans cette vidéo est disponible dans cette documentation-là. Je vous fais juste un petit résumé pour que vous voyez rapidement comment fonctionne le TypeScript. Donc la première étape, si vous souhaitez utiliser le langage, c'est évidemment d'installer le transpiler qui va nous permettre de convertir le TypeScript en JavaScript. Donc pour cela, je vais me rendre en ligne de commande et je vais faire un coup de sudo et je vais installer TypeScript. Donc sudo npm install-g TypeScript. Donc là, c'est relativement rapide parce que je l'ai déjà installé sur ce système. Ensuite, si on veut compiler du TypeScript, il suffit d'utiliser la commande tsc qui vient d'être rajoutée et on peut lui préciser le fichier que l'on souhaite transpiler. Et après, il va nous générer un fichier JS vide. Donc comme je vous l'ai dit, un fichier TypeScript, c'est avant tout du JS valide. Donc je vais commencer dans mon projet par créer un nouveau fichier que je vais appeler demo.ts. Donc ts, c'est l'extension pour TypeScript. Il y a une autre extension qu'il est possible d'utiliser qui est TSX, si jamais vous voulez compiler non pas en JS, mais en JSX. Donc si vous êtes fan de React, vous ne serez pas déçu. Donc nous ici, on va rester simple et on va utiliser du TypeScript tout bête. Donc pour éditer du TypeScript, je sais que Visual Studio Code le gère nativement, IntelliJ et je pense PHP Storm et les autres éditeurs de la marque le gèrent aussi. Si vous utilisez Atom ou autre, je pense qu'il faudra installer des trucs supplémentaires. Donc là, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de la configuration des éditeurs, mais moi dans mon cas, ils le supportent de base. Donc à l'intérieur, on va mettre simplement une déclaration de variable. On va créer une variable A et on va lui mettre la valeur 0. Voilà. Maintenant, si je souhaite compiler ça, au niveau de mon invité de commande, je fais tsc demo.ts et automatiquement, il va aller générer un fichier JS au même niveau qui sera la version compilée. Donc pour le coup, ça ne rajoute qu'un point virgule parce que j'ai l'habitude de ne pas les mettre, mais ça ne fait rien de plus. L'avantage, c'est qu'on peut utiliser aussi des choses que l'on connaît de l'ES6. Par exemple, plutôt que d'utiliser le var, on peut mettre un let. Automatiquement, lui, il va compiler pour de l'ES5 et il va convertir ça. Donc là, c'est plutôt dans ce sens-là. Hop, si je recompile, ça va me donner de l'ES5. Si vous voulez connaître l'ensemble des commandes qu'il est possible d'utiliser, vous faites tsc-help. Donc globalement, je vous laisse lire un petit peu tout ça. Il y a pas mal d'options qui sont intéressantes. Nous, on va en utiliser deux. On va utiliser le -w qui permet de watcher les fichiers. Donc ça veut dire que dès qu'on va modifier le fichier, automatiquement, il va recompiler, ce qui est plutôt pratique. Et -pretty, histoire que lorsqu'on a des erreurs, ça s'affiche de manière correcte au niveau de la console. Et ensuite, on va lui dire de continuer à compiler ce fichier demo.ts. Et cette fois-ci, vous voyez qu'il reste en stand-by. Alors, qu'apporte le TypeScript? Comme je vous l'ai dit, c'est dans le nom, on a la notion de typage. Donc, lorsque l'on crée une variable, par exemple ici, on fait let a égale 0, il va être capable automatiquement de deviner le type de la variable. Mais on peut lui préciser, lorsque l'on crée une variable, quel type va accueillir cette variable. Par exemple, je peux lui dire, tiens, la variable a, ça ne va pas être n'importe quoi, ça sera par exemple une chaîne de caractères. Donc là, j'ai juste déclaré ma variable. Si plus tard dans mon script, je lui dis, tiens, dans A, je stockerai bien une valeur qui est un chiffre.
Mais là, automatiquement, je vais avoir une erreur de compilation. Il va me dire non, je ne peux pas compiler ton JavaScript parce que ici, A, je m'attendais à avoir une chaîne de caractères et à l'intérieur, tu as mis un nombre. Et du coup, il y a un petit problème. Donc on va pouvoir comme ça typer nos différentes variables. Alors on peut le faire manuellement ou comme je vous l'ai dit, hop, si on le fait à la volée, si plus tard je mets une chaîne de caractères à l'intérieur, pareil, je vais obtenir une erreur. Automatiquement, dès que la variable a été assignée, lui il a deviné son type. Il prend le type le plus précis. Donc là dans ce cas-là c'est number. Lorsqu'ensuite j'essaie d'assigner une chaîne de caractères, il génère une erreur. Donc ça, c'est un petit changement de comportement que vous devrez avoir si vous avez l'habitude d'utiliser une même variable pour plein de trucs. Là, une fois qu'une variable a une valeur, elle a un type particulier. Et on peut préciser le type de cette manière-là, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Donc il est possible de le faire pour les variables de base, mais aussi pour les fonctions. Par exemple, je crée une fonction isper. Donc pour la définir, je vais avoir besoin de paramètres. Et ce paramètre, je sais que c'est un nombre. Donc là, je peux lui préciser que ce paramètre, c'est un paramètre de type number. Je peux aussi lui préciser le type de retour. Je peux lui dire, ça renvoie un booléen. Et ensuite, je crée ma fonction traditionnellement. Donc ma fonction isper, ça fera un return de nombre modulo 2. Et ensuite, je peux être tenté de me dire, je vais tester si quelque chose est pair. Donc là, je fais un console.log isper et je lui demande, est-ce que A est pair? Si je sauvegarde, je vais tomber sur une erreur parce que automatiquement, là, on peut être tenté de se dire oui, mais le reste de la division, ça va renvoyer 0 ou une valeur, donc c'est pas si gênant. Mais là, non. Là, il se dit ça, cette opération, ça me renvoie un nombre et non pas un booléen. Du coup, j'ai une erreur. Donc là, ça permet de capturer ce genre d'erreur très très rapidement. Donc je peux faire directement si c'est égal à 0. Hop. Si je fais ça, là, je n'ai plus de problème. Ma fonction renvoie un booléen. On peut aussi définir des types un petit peu plus complexes. Par exemple, on va imaginer une fonction, salut, qui prend en paramètre un tableau, donc on va l'appeler T. Je ne suis pas très inspiré. Et ce que ça va faire, c'est que ça va modifier ce tableau-là, et pour chaque élément du tableau, ça va rajouter salut. Donc on va faire un for item of T. Donc on peut utiliser ici la boucle of, c'est valide. Donc ça, cette variable, on va avoir besoin de la définir. Et on va générer un nouveau tableau qu'on va appeler out. Ça sera un tableau vide. Donc il ne faut pas oublier le let devant. Et on va remplir ce tableau avec les valeurs. Donc, pour cela, on fait out.push et on lui rajoute l'item auquel on aura rajouté juste devant salut. Voilà, moi je prends des exemples un petit peu cons parce que je ne veux pas écrire des tonnes et des tonnes de code. Si je fais ça et que je sauvegarde, je vais lui demander de faire un coup de salut d'un tableau avec des chaînes de caractères, as, et automatiquement ça va fonctionner correctement. Mais moi j'ai envie de lui préciser, attention, si jamais on a quelque chose qui n'est pas une chaîne de caractères, il faut que ça génère une erreur. Mais là on peut lui préciser que le paramètre c'est un tableau. Et on peut lui préciser que c'est un tableau qui contient des chaînes. Donc là, c'est avec un S minuscule. Si je fais ça, cette fois-ci je vais avoir une erreur parce qu'il va me dire qu'il y a un argument, je m'attendais à avoir une chaîne de caractères, et là j'ai un nombre. Donc automatiquement, c'est ce que vous voyez ici, il fait une sorte de... il devine en fait automatiquement le type. Cette variable-là, pour lui, c'est un tableau qui contient des entiers et des chaînes de caractères. C'est ce que vous voyez ici. De la même manière, lorsque je lui demande ce type-là, je peux le définir de cette manière-là. Je peux faire string entre crochets. Là, ça veut dire je veux un tableau de chaînes de caractères. C'est deux notations différentes, vous choisissez celle qui vous va le mieux. Moi, je préfère celle-là parce que c'est un petit peu plus clair pour moi. Je vois directement que c'est un tableau de chaînes. Après, vous voyez. Donc là, pour fixer ce problème-là, il suffit que je lui précise que je n'ai que des chaînes de caractères. Et vous voyez que ça résout le souci. Et de la même manière, je peux lui dire que ça renvoie un tableau de chaînes de caractères. Et pour résoudre le problème, je return mon tableau. Voilà. Alors ensuite, si jamais vous avez des fonctions un petit peu plus bizarres qui ne retournent rien, comme celle-ci, là dans ce cas-là, il faudra que vous mettiez, soit vous mettez rien, soit vous mettez void. Void, ça veut dire que cette fonction n'a pas de retour, et dans ce cas-là, ça ne pose aucun problème. Si vous ne savez pas à l'avance ce que renvoie la fonction et qu'elle renvoie un petit peu n'importe quoi, n'importe quand, vous mettez any, et ça veut dire ça renvoie quelque chose, mais je ne sais pas encore ce que c'est. Essayez d'éviter quand même au maximum les any parce que ça fout le bordel au niveau du TypeScript, parce que dès que vous renvoyez un any, lui il ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. De la même façon, vous pouvez préciser un type de type callback. Donc par exemple, on va faire isper, ça sera une fonction qui
on lui passera un paramètre 2 par exemple, et une fonction à effectuer lorsque l'opération a bien fonctionné, et qui prendra en paramètre le reste. Voilà, là je suis vraiment pas inspiré, hein, désolé. Et je fais un coup de console.log de reste. Si je fais ça, boum, je vais avoir une erreur parce qu'il va me dire je ne m'attendais pas à avoir un callback. Donc en second paramètre ici, je vais lui préciser que c'est un callback. Et j'ai besoin de lui préciser quel est ce callback là. Donc pour préciser un type de type fonction, vous mettez entre parenthèses le type qu'il attend et vous mettez une flèche pour lui préciser le type de retour. Donc ici, on va lui préciser qu'on va lui renvoyer un nombre, et au niveau du callback, on ne sait absolument pas ce qu'on renvoie et on a besoin de rien renvoyer, donc on va mettre void. Et là, ça se remet à fonctionner. Enfin, si vous avez besoin de passer un paramètre qui est un paramètre d'option, comme ceci, vous pouvez mettre, on va imaginer A, on va imaginer des paramètres un petit peu bêtes, A 2.2 et B 2.1, une chaîne de caractères. Donc là, il va me renvoyer une erreur parce qu'il va me dire non, mais je m'attendais à avoir une fonction et j'ai eu un objet. Donc on peut lui préciser qu'on s'attend à avoir un objet. Donc pour avoir un objet, vous mettez directement votre objet. Donc ça serait un tableau ici d'options. Et vous mettez entre accolades la description de votre objet. Vous attendez à avoir une propriété A de type number et vous attendez à avoir une propriété B de type string. On verra ensuite qu'il est possible d'améliorer un petit peu cette définition parce que ça commence à bourriner un peu la fonction. Si je sauvegarde, cette fois-ci, ça remarche correctement. Si vous voulez lui dire que certains paramètres sont optionnels, parce que là, si j'enlève B, il me chie un caca nerveux, vous mettez un point d'interrogation. Automatiquement, voilà, il dira, ben là, il n'y a pas de problème, le B est optionnel. Et pareil, vous pouvez mettre le A en optionnel, ou vous pouvez mettre carrément l'option en optionnel. Enfin, si vous voulez des types de variables un petit peu mixés, vous voulez que ce soit une chaîne de caractères, soit un entier, ben vous pouvez lui préciser number ou string. Voilà, comme ça, lui, il fera son choix. Donc là, si je fais isPair de 2, ça fonctionne correctement. En revanche, on obtient une autre erreur. Il nous dit, cette fonction-là, je ne peux pas la faire si c'est une chaîne de caractères. Je suis un petit peu embêté. Donc là, on peut lui préciser, si jamais le type of de mon nombre est un nombre, alors ça sera plutôt différent d'un nombre, donc on va mettre différent de. Dans ce cas-là, hop, je veux que tu fasses un nombre égal parseInt, et on lui passera en paramètre le nombre, et on le veut en base 10. Voilà, comme ça, ça permet d'avoir une fonction qui gère les deux cas. Donc là, on a résolu le problème, mais il a encore un souci, c'est que pour lui, nombre, c'est toujours de ce type-là. Donc on a la possibilité en TypeScript de forcer le type, et lui dire, non, ça, c'est bien un truc de type number. Donc dans ce cas-là, on met entre chevrons le type de la variable. Ça permet de préciser au langage quelle est cette variable-là, parce qu'il ne peut pas le deviner au fur et à mesure. Et là, on précise que ça va être une chaîne de caractères. Voilà, et ça permet de résoudre ce petit problème-là. Donc voilà pour les différents problèmes que l'on pourrait rencontrer au niveau des types. Ensuite, le TypeScript vous permet aussi de créer des classes. Et à ce niveau-là, vous allez pouvoir vous amuser beaucoup plus qu'avec le S6. Donc pour créer une classe, ça fonctionne de manière traditionnelle. Vous créez votre classe et ensuite, vous pouvez créer à l'intérieur un constructeur. Et après, votre classe est comme ça instanciable. Et vous pouvez faire var, on va faire let d égale new demo. Et ensuite, on peut faire ce que l'on veut, d. Allez, on va l'appeler démo. Donc là, j'ai un petit code en rouge. Il me dit, non, ça ne va pas fonctionner. Il faut que tu implémentes cette méthode. Donc si vous utilisez des IDE, c'est vraiment pratique. Hop, il devine un petit peu ça tout seul. Donc à ce niveau-là, rien de nouveau par rapport à ce que l'on a l'habitude de voir en ES6. En revanche, il y a quelques changements. Premièrement, vous ne pouvez pas définir des méthodes un petit peu à l'arrache. Si jamais vous faites un vis.element égale 2, je ne sais pas pourquoi, là il va vous renvoyer une erreur parce qu'il va vous dire non, je ne peux pas créer un élément, une propriété élément sur cette classe-là parce que tu ne l'as définie nulle part. Donc pour le définir, vous l'écrivez tout en haut, vous devez mettre votre variable, donc element. Mais là où c'est intéressant, c'est que vous pouvez préciser la visibilité d'une propriété. Vous pouvez lui préciser qu'elle est publique. Dans ce cas-là, elle sera accessible depuis l'extérieur. Vous pourrez faire d.element. Donc si je fais un coup de console.log d.element, ça ne va pas poser problème. Elle peut être privée. Et dans ce cas-là, ce que j'ai écrit est erroné, parce que element est privé. Ou protégée. Protégée, ça veut dire que ce n'est accessible que par les enfants, mais pas depuis l'extérieur. Donc si vous avez fait déjà du PHP ou d'autres langages de programmation, c'est quelque chose qui vous parle déjà. Donc lorsque vous créez une propriété, vous pouvez comme ça lui donner un de ces trois états. Et ça marche aussi pour les méthodes. Vous pouvez lui dire que cette méthode est publique.
ce qui se fait par défaut, hein, c'est-à-dire que si vous mettez rien, c'est public, mais vous pouvez aussi lui préciser qu'elle est privée. Et dans ce cas-là, elle ne sera pas accessible depuis l'extérieur. Et ce code-là est erroné. Alors en vrai, ce que ça compile en JS, ça ne transmet pas en fait cette notion de public et privé. C'est juste que ça va vous empêcher de compiler votre TypeScript. En revanche, là, si vous essayez votre code en vrai, cette propriété reste quand même accessible. Vous voyez qu'il n'y a aucun garde-fou à ce niveau-là. De la même façon, vous avez aussi le mot-clé statique. Statique va vous permettre de déclarer une méthode qui est statique, qui est directement au niveau de la classe. Donc, par exemple, si je crée une méthode statique démo, je peux faire directement console.log démo. Alors, ça sera démo, le nom de ma classe, .démo. Voilà. Donc, c'est juste plus cohérent que ce que l'on avait peut-être l'habitude de faire. Enfin, vous avez aussi la possibilité de créer des accesseurs et des mutateurs. Donc par exemple, cette variable privée, on va l'appeler element avec un underscore. Et ce que l'on aimerait bien faire, c'est pouvoir, pouvoir le définir. Mais on veut quand même vérifier la valeur qui est rentrée en paramètre et que l'utilisateur ne puisse pas faire n'importe quoi avec. Donc dans ce cas-là, on veut des getters et des setters. Donc ce que l'on peut faire, c'est créer un setter en faisant set element, la valeur que ça prend. Donc là, on va mettre pour l'instant que c'est une chaîne de caractères. Donc vous pouvez mettre les mêmes choses que tout à l'heure, hein. Et on peut dire ce que ça retourne, mais là en l'occurrence ça ne retourne rien. Et ensuite vous pouvez créer un getter, getElement, et vous expliquer ce que ça fait. Donc là en l'occurrence ça renverra une chaîne de caractères, et vous pouvez préciser que cet élément ça sera une chaîne de caractères. Ensuite, si vous voulez modifier l'élément, vous faites d.element égale la valeur que vous voulez, salut. Et ensuite si vous voulez la récupérer, vous pouvez faire un coup de console.log d.element. Automatiquement, implicitement, ça fera appel à un getter et un setter. La seule chose qui me reste à faire, c'est ici dans le setter de lui dire que ça fait un vis.underscore_element et ça définit l'élément. Et ça définit ce qui est passé en paramètre. Et là, au niveau du getter, ça return tout simplement vis.underscore_element. Alors si vous essayez de faire ça, vous allez tomber sur une petite erreur, il va vous dire que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que ça ne cible, parce que par défaut, le TypeScript compile en ES3. Il va falloir lui dire je veux compiler pour de l'ES5. Donc dans ce cas-là, vous pouvez rajouter un --target et lui dire que c'est de l'ES5 que vous visez. Dans ce cas-là, on n'aura plus de problème au niveau des propriétés, des getters et des setters. Ça fonctionne correctement. Si je regarde le fichier qui a été envoyé, on voit que ça a modifié le define property qui permet d'avoir un getter et un setter pour ce système d'éléments. Voilà, donc c'est plutôt pratique si jamais vous avez des vérifications à faire. Donc là, vous pouvez dire si l'élément est vide, ça appliquera quelque chose, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est plutôt pratique parce que voilà, vous avez une syntaxe un petit peu plus sympa. Alors vous l'avez remarqué, au fur et à mesure qu'on va modifier les choses, la commande pour compiler va être de plus en plus pénible. Donc ce que vous pouvez faire pour vous simplifier la vie, c'est créer un fichier tsconfig.json qui va permettre de sauvegarder la configuration. Donc là, on va le faire tout de suite. Donc c'est un JSON qui va contenir plusieurs propriétés, une qui s'appelle compiler option, qui permet de passer au compiler les différentes options. Donc là, on pourra lui dire par exemple, je veux cibler de l'ES5. Je veux que ça sorte une jolie couleur si jamais il y a des erreurs. Je peux lui préciser où envoyer les trucs de destination. Donc là, on va lui dire, mets pas tout au même niveau, mais tu vas tout mettre dans un dossier qu'on va appeler build. Et après, on pourra mettre des options supplémentaires. Ensuite, on peut lui préciser les fichiers à compiler. Donc là, on va mettre files et on va lui préciser, donc c'est sous forme de tableau, qu'on va compiler un fichier demo.ts. Et après, on peut aussi lui dire d'exclure certains dossiers de la compilation. Par exemple, si jamais on a des choses que l'on importe depuis Node, on peut lui dire de les exclure. Donc ça, on y reviendra dessus un petit peu plus tard. L'ensemble des options que vous retrouvez ici, c'est toutes les options qu'on avait dans l'aide lorsqu'on a fait tsc-help. Voilà, donc maintenant, lorsque vous souhaitez compiler, vous faites juste un tsc-watch et lui, automatiquement, il va prendre ce fichier JSON et automatiquement prendre la configuration. Donc là, en l'occurrence, vous voyez qu'il a tout compilé dans le dossier build, ce qui est plutôt pratique. Donc voilà pour le système de classe. On a aussi la possibilité de faire de l'héritage, mais là, c'est pas bien nouveau, c'est pas très nouveau. Vous pouvez faire un classe demo2 extends de demo1. Voilà. Et à l'intérieur, vous pouvez redéfinir certaines choses. Par exemple, vous pouvez vous dire, allez, on va avoir une fonction publique, function, qu'on va appeler démo, on va appeler test. Et cette fonction, elle fera certains trucs. D'ailleurs, hop, il n'y a pas de fonction, ça s'écrit comme ça.
Et ensuite, ici, je peux lui dire je veux initialiser demo2 et après, je peux faire des.test et ça va fonctionner correctement. Et derrière, lui, il se charge de compiler ça. Donc là, il compile ça en ES5. Donc c'est un petit peu le bordel, c'est avec le système d'extend et tout ça. Bon, on va laisser, on va pas forcément regarder le code que ça génère. C'est toujours l'enfer. Dès qu'on fait de l'héritage, ça génère un code assez bizarre. Alors, une autre nouveauté qui est intéressante, c'est la possibilité de créer des interfaces. Alors, je vais resimplifier mes objets et on va imaginer que sur le constructeur, j'ai un tableau d'options. Et ce tableau d'options, il prend des paramètres bien définis. Et ensuite, ces options-là, on va les mettre au niveau de notre système en faisant this.options égale options. Et pour éviter les problèmes, on va devoir déclarer cette variable. Et ensuite, lorsque je crée mon objet, j'imagine, je lui envoie un tableau, enfin un objet qui contient différents trucs. Par exemple, autoplay, on va mettre ça à true, et on va imaginer avoir un x à 2. Bon, je prends des valeurs complètement au pifomètre. Donc si je veux définir ce type de variable-là, je suis un petit peu embêté parce que je dois déclarer un objet avec les propriétés, des choses comme ça risque de très rapidement être pénible. Donc ce qu'on a la possibilité de faire, c'est de créer une interface. Une interface va permettre de définir comment doit fonctionner un objet. Donc là, je peux créer une interface. Donc c'est un nouveau mot-clé que je vais appeler interface démo ou démo option. Donc vous pouvez vraiment l'appeler comme vous voulez. Et à l'intérieur, vous allez définir juste comment ça doit fonctionner. Vous allez lui dire, il y a une propriété autoplay qui sera un booléen. Il y a une propriété x qui est optionnelle, qui sera un nombre. On a une propriété, par exemple, success, qui sera une fonction. Donc ça sera une fonction qui prendra en paramètre, par exemple, une chaîne de caractères. Donc là, on va l'appeler data. Ça sera une chaîne de caractères. Et qui retourne rien. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Lorsque vous précisez dans votre constructeur que c'est ce paramètre-là, vous pouvez lui dire « je veux un paramètre qui implémente cette interface-là ». Donc là, plutôt que de mettre un objet, vous précisez que c'est un demo option que vous attendez en paramètre. Et automatiquement, c'est aussi un demo option que vous recevrez ici. Automatiquement, si je sauvegarde et que j'essaie d'envoyer, il va dire « il y a une erreur ». Pour corriger cette erreur-là, il me suffit de lui passer en paramètre une fonction success, qui sera une fonction qui prendra en paramètre des données, et qui pour l'instant ne fera rien. Si je fais ça, je n'ai plus d'erreur. Si ce n'est, que j'ai oublié la virgule. Alors là, c'est quelque chose qui peut vous paraître un petit peu bizarre. Si vous venez d'autres langages de programmation, vous vous dites, c'est pas vraiment exact. Ça, si je le fais en PHP, en Java ou autre, je devrais avoir une erreur. Donc les interfaces, quand on les crée, on a l'habitude d'avoir un truc qui ressemble à ça. Je crée une classe que je vais appeler DemoOption, et je peux lui dire que ça implémente cette interface-là. Donc là, ça implémente. D'ailleurs, c'est pas très malin de l'avoir appelé DemoOption, on va l'appeler Option. Ça implémente DemoOption. Et là, pour que cette classe soit valide, il faut que je crée les différentes méthodes pour que ça soit valide. Donc lui, ce qu'il fait, c'est pas exactement ça. Lorsque vous définissez une interface que vous attendez en paramètres, il fait une comparaison approximative. Il vérifie juste que l'objet que vous lui envoyez ait bien les mêmes paramètres que ceux que vous avez définis au niveau de votre interface. Il ne fait pas comme en Java ou en PHP, tout simplement parce que dans le JavaScript, on utilise à de nombreuses reprises comme ça des objets qui sont des objets un petit peu anonymes. Et du coup, avoir une interface, ça serait un petit peu chiant. Si je devais créer à chaque fois une classe qui implémente cette interface juste pour passer des options, ça serait un petit peu pénible. Donc les interfaces permettent deux choses, soit de définir la structure d'un objet que l'on attend en paramètres, soit ça peut être aussi quelque chose qui va être utilisé pour implémenter une classe. Donc si je veux créer une classe de ce type-là, ça devra utiliser ces différentes fonctions-là. Voilà, donc il y a deux utilisations des interfaces. Une utilisation plus classique au vu de la programmation orientée objet et une utilisation un petit peu plus particulière au vu de l'utilisation du JavaScript. Voilà, donc là maintenant, mon objet de paramètres a les bonnes propriétés et du coup je peux compiler. Si je regarde le code qui sort en sortie, toute la partie interface, elle n'est pas gérée. C'est juste pour la compilation. Si je regarde, je ne vois pas de traces de démo option. Enfin, tant qu'on est à parler des nouveaux trucs, il y a aussi la possibilité de créer des namespaces. Les namespaces s'écrivent de la manière suivante. Vous mettez namespace, vous l'appelez par exemple GraphiCart ou ce que vous voulez, et entre accolades, à l'intérieur, vous allez pouvoir définir d'autres choses. Donc par exemple, je vais définir ma classe dans le namespace GraphiCart. Et je vais retirer la partie DemoOption qui ne me sert plus à rien pour le moment. Si je fais ça, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va créer un objet vide GraphiCart, ça va créer la classe sur cet objet-là. Donc si je souhaite initialiser ma classe démo, je fais GraphiCart.demo.
Et au niveau de ce namespace, il faut que je précise ce que j'exporte parce que je peux utiliser des variables un petit peu partout. J'exporte cette classe-là. Si je sauvegarde, je vois que tout a été corrigé. Et ce que ça fait, c'est pas bien compliqué. En fait, ça crée tout simplement une sorte d'objet GraphicArt qui est un objet vide et ça lui crée une propriété démo dessus. Donc à l'intérieur de ce namespace-là, vous pouvez écrire n'importe quoi. Si je crée une variable let, que je l'appelle démo, cette variable-là ne sera accessible qu'à l'intérieur du namespace. Donc ça vous permet, sans forcément avoir à faire appel à des modules, à avoir des morceaux de code qui sont isolés les uns des autres et qui peuvent être appelés en dehors. Donc c'est plutôt pratique pour ranger entre guillemets vos systèmes-là. Ceci étant dit, si vous avez déjà l'habitude de travailler avec des modules, c'est pas forcément quelque chose qui va être indispensable. Donc tant qu'on y est, on va parler des modules. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser le même principe qu'avec Node.js et utiliser un système de modules. Donc pour créer un système de modules, alors hop, je vais revenir sur ma classe. Imaginons cette classe, je me dis j'ai envie de la séparer dans un fichier. Là, je vais mettre un export default. Donc j'exporte par défaut cette classe-là. Et je vais plutôt utiliser un fichier index.js. Donc là, je vais créer un nouveau fichier index.ts plutôt. Et à l'intérieur, j'aimerais bien faire appel à ma classe démo. Là, je peux lui dire, je veux que tu importes démo from le fichier démo. Alors si j'essaie de faire ça, il ne va pas le compiler parce que dans mon ts.config, il faut que je lui dise, hop, le fichier d'entrée, ce n'est plus démo.ts, mais index.ts. Donc si je fais ça, automatiquement le système va détecter ce démo-là et va utiliser un require. Donc si je regarde le code qui a été compilé, j'ai mon démo.js qui fait un export.default. Et à l'intérieur de mon index.js, j'ai un require. Donc derrière, il faudra évidemment compiler avec un outil tel que Webpack ou Browserify, histoire qu'il gère ce require-là. Donc lui, il ne fait rien dans votre dos, c'est-à-dire qu'il ne gère pas ça. Il se charge juste de convertir votre TypeScript en JavaScript. Donc si vous utilisez des outils comme Webpack, vous avez des TypeScript loaders qui vous permettent de tout gérer en une fois. Mais voilà, c'est important de savoir ça si vous utilisez juste l'invité de commande. Donc ça vous permet juste de générer du JavaScript. Donc après, vous avez d'autres fonctionnalités. Donc là, je vous renvoie sur la documentation parce qu'elles ne sont pas forcément encore super utiles. Vous avez notamment la possibilité de créer des symboles. Ce truc-là, ce n'est valable que si vous compilez pour de l'ES 2015. Donc c'est pas encore à l'ordre du jour. Mais c'est un nouveau type de variable, globalement, qui s'apparente à des chaînes de caractères un petit peu bizarres qui vous permettent de définir des clés. Donc le problème, c'est que vu qu'on cible encore pas mal le navigateur, on ne peut pas encore utiliser ces fonctionnalités-là. Il faut recharger un polyfill et ça rend les trucs un petit peu compliqués. Vous avez aussi un autre type qui est enums. Donc enums vous permet de créer globalement un objet qui va contenir des clés. Et automatiquement, lui, il va gérer ça pour vous. Donc l'avantage, c'est que ça vous permet de définir des sortes de petites constantes. Si dans mon index.js ici, je crée un enum que j'appelle direction. Alors, on va mettre tout en majuscule. Et après, je peux lui préciser différentes propriétés. Up, down, left et right. Et après, si jamais je veux lui dire, par exemple, il faut que tu ailles dans une direction particulière, ici, je vais mettre tout simplement direction, mon énumérateur, c'est direction, .up. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il convertit en fait ça sous forme d'entier. Si je regarde le JS qui est généré, donc c'est pas dans démo mais index.js, voilà, il crée ce système-là d'énumérateur et après, c'est plus simple à appeler, plus simple à utiliser. Ça vous permet de créer des sortes de constantes plus simplement et de les organiser sous forme de petits namespace. Donc enfin, un autre truc qui est encore au stade expérimental, donc c'est utilisé notamment sur AngularJS 2, mais comme on vous le dit, c'est pas encore sûr que l'implémentation est définitive. Ceci étant dit, j'imagine que certains qui suivent ce tutoriel le font pour un rapport à AngularJS 2, donc je vais expliquer rapidement qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Donc si vous souhaitez l'utiliser, il faudra d'abord mettre dans vos drapeaux, donc au niveau de votre compiler options, un experimental decorators à true, ce qui va permettre ensuite au truc de fonctionner. Donc après, vous allez pouvoir créer des décorateurs n'importe où. Donc un décorateur, ce n'est ni plus ni moins qu'une fonction de base. Donc vous écrivez une fonction. Donc là, par exemple, on imagine que notre classe démo, on va imaginer que ça va être un composant. Je prends vraiment l'exemple proche de AngularJS. Donc je crée une fonction component, et cette fonction, elle va prendre en paramètre le constructeur, c'est-à-dire elle va prendre en paramètre la classe sur laquelle va être greffé ce décorateur. Et à l'intérieur, on pourra faire différents traitements. Donc pour l'instant, je mettrai tout simplement un console.log de target. Et c'est tout pour le moment.
Ensuite, lorsque je souhaite utiliser ce décorateur, il me suffit de mettre devant la classe que je souhaite décorer @component. Et je peux aussi lui passer différentes options. On pourra ensuite passer à ce décorateur des paramètres, mais on verra ça juste après, un petit peu plus tard. Et ce décorateur va ensuite pouvoir faire des modifications sur notre classe. Il va pouvoir par exemple stocker les différentes classes qui ont ce décorateur dans un objet ou faire n'importe quoi d'autre. Donc là, il va falloir un petit peu tester le code. Donc je vais ouvrir un nouvel onglet et on va faire un coup de node. Alors juste avant, est-ce que ça a planté? Non, ça c'est bien compilé. Je fais un coup de node et je vais appeler mon fichier. Donc ça sera dans le dossier build index.js. Et je vois que ça me donne cette fonction-là. Ce console log est appelé. Donc ça peut être très utile si vous voulez faire par exemple un injecteur de dépendance ou des choses comme ça. Donc ce que fait AngularJS, c'est tout simplement lorsque vous déclarez un composant, vous lui précisez un sélecteur et autre chose, et lui automatiquement il va prendre la classe que vous avez définie en dessous et ensuite l'injecter dans son propre système. Donc on peut comme ça utiliser des décorateurs pour décorer nos classes, on peut utiliser un décorateur pour décorer des propriétés, on peut aussi décorer des attributs, des paramètres de fonction ou carrément des méthodes. Donc là, on peut vraiment faire tout un tas de choses, mais après, il faut encore en avoir le besoin. Et je le rappelle, c'est expérimental. Donc c'est peut-être soumis à un futur changement. Donc pour l'instant, je trouve l'implémentation un petit peu bizarre, donc je pense que ça risque de changer dans un futur plus ou moins proche. J'aimerais bien, par exemple, pouvoir décorer des classes en rajoutant des propriétés ou des méthodes. Et là, pour l'instant, c'est un véritable enfer de le faire parce que ça casse un petit peu la définition de la classe. Voilà, ceci étant dit, ça fonctionne très simplement. Si vous voulez quelque chose avec des paramètres, par exemple component, et vous lui passez entre parenthèses des informations comme le sélecteur, point démo, mais dans ce cas-là, plutôt que d'avoir directement votre fonction comme ceci, vous allez avoir une fonction qui va générer une fonction. Donc vous aurez une première fonction qui va être votre composant, enfin votre décorateur, qui prendra lui en paramètre un tableau d'options. Donc là, on pourrait créer une interface d'ailleurs. Et ensuite, à l'intérieur, ça va retourner une fonction qui prendra la cible en paramètre. Et là, on va lui faire un coup de console.log à la fois les options et à la fois la cible. Voilà. Donc là, je re-sauvegarde, je vais vérifier si ça compile correctement. Ça compile correctement. Et si maintenant je fais un coup de node build, je vois que ça récupère le sélecteur et ensuite la fonction. Et puis à l'intérieur, là, je pourrais faire le traitement que je souhaite. Donc après, c'est un petit peu à vous d'imaginer les choses. Mais par exemple, si on a un système, si on se crée un système de contrôleur, on peut imaginer décorer certaines classes avec admin pour les routes qui sont limitées à l'administration. On peut s'imaginer bloquer des propriétés en mettant par exemple @freeze pour dire cette propriété ne doit pas être modifiée, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire à ce niveau-là. Après, en revanche, le problème, c'est que ça modifie après coup les différentes propriétés, et donc ça peut poser des problèmes lorsqu'on a déclaré le typage. Mais au final, ce n'est pas plus compliqué que juste une fonction qui modifie un objet, tout simplement. Donc enfin, le dernier truc dont je voulais vous parler au niveau du TypeScript, c'est lorsque l'on veut importer des choses provenant de l'extérieur. Et c'est là qu'en général, on déchante un petit peu. Donc imaginons, vous vous dites, j'aimerais bien au niveau de mon index.ts, donc de mon fichier TS principal, importer une librairie tiers qui vient de Node.js. Et j'ai envie de scroller vers le haut. Donc là, je vais importer scroll_to, donc npm install-save scroll_to. Et ensuite, naïvement, je fais un import scroll_to from scroll-to. Et c'est tout simplement une fonction qui permet de scroller à un certain niveau. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, npm scroll_to. J'ai pris une fonction qui est volontairement simple parce que vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Et ensuite, pour l'utiliser, vous faites tout simplement un petit truc comme ça. Donc si je fais ça, je peux être tenté de me dire, le TypeScript c'est comme de l'ES6, ça devrait fonctionner. Si je sauvegarde, je tombe sur une petite erreur. Il me dit, il ne trouve pas le module scroll_to. Le TypeScript, lui, n'est pas capable de deviner automatiquement comment charger les modules. Il va avoir besoin de ce que l'on appelle une petite définition. On va lui expliquer où se situent les différents modules. Le problème, c'est que lorsque l'on écrit du TypeScript, lorsqu'on inclut ça, lui, il ne sait pas du tout de quel type il s'agit. Et ça lui pose un petit souci. Donc vous avez besoin d'écrire un fichier de déclaration. Donc un fichier de déclaration, c'est un fichier qui va tout simplement expliquer qu'est-ce que c'est que ce module-là. Donc ce fichier, vous pouvez le placer où vous voulez. Moi, je vais le placer à la racine et je vais l'appeler scroll_to.d.ts. Ce fichier, pour qu'il soit chargé, je vais l'inclure dans la liste de mes fichiers. Mais en revanche, vu qu'il a l'extension d.ts, il ne sera pas compilé. Donc ici, je lui précise que j'inclus aussi ce fichier-là.
Donc à l'intérieur de ce fichier, on va tout simplement préciser comment fonctionne notre module et ensuite il va pouvoir l'inclure convenablement. Donc par exemple, on va lui dire que notre module c'est tout simplement une fonction qui prend plusieurs paramètres. D'abord un nombre et ensuite un tableau d'options. Donc là on fait déclare module et je vais déclarer le module qui va s'appeler scroll2. Et à l'intérieur de ce module, on va créer une fonction qu'on va appeler scroll2, on peut l'appeler vraiment comme on veut, et on va définir la signature de notre fonction. Donc on a un nombre, on a ensuite en second paramètre un nombre, et on a un tableau d'options. Et là, je vais créer une interface pour pouvoir définir mon option en étant plus à l'aise. Interface, options. Donc on avait dit qu'on aura le type d'animation à utiliser, c'est optionnel, et ça sera une chaîne de caractères, et la durée de l'animation, qui sera aussi optionnelle, et qui sera un nombre. Et ensuite, je précise que l'option ici est facultative et ça implémente cette interface-là. Donc là, je déclare juste ma fonction et je pourrais même lui dire ce que ça retourne. Mais là, pour l'instant, ça ne retourne rien. Et je fais un export default scroll2. Voilà, donc là, je suis en train d'expliquer à TypeScript, voilà, ce module-là, lorsque je l'utilise, c'est tout simplement une fonction qui a ces paramètres-là. Si je sauvegarde, je regarde au niveau de mon terminal, j'ai bien une détection de changement qui a été faite. Et cette fois-ci, il a bien compilé. Au niveau de mon fichier compilé, donc mon index.ts, il fera un require sans avoir de problème. Et l'avantage, c'est qu'il sait maintenant comment elle fonctionne. Si j'essaie de réutiliser ma fonction scroll2, vous voyez qu'elle est bien documentée. Je peux ensuite lui préciser des paramètres. Et si je me dis, ah tiens, je lui préciserai bien une chaîne de caractères puis une valeur, là, il me sortira une erreur. Et il me dira, attention, j'attends bien un nombre à ce niveau-là. Voilà. Donc faites attention, vous ne pouvez pas inclure n'importe quoi provenant du système de module, ça va lui poser des soucis. Donc ça, il faudra bien faire attention. Et ce truc, c'est aussi vrai pour les variables globales. Imaginons vous avez une variable jQuery, et là vous vous dites, tiens, je sélectionne mon premier élément, que je vais appeler démo, et lorsque l'on clique dessus, hop, point clic, ça va lancer une fonction, et cette fonction, ça sera un scroll2, et on va scroller à 0. Et je lui passe un second paramètre, sinon il va râler. Si je fais ça, il va me dire, ouais, mais ta variable là, je ne la connais pas. Donc une première solution pour fixer le problème rapidement, c'est de déclarer cette variable. Et on peut le faire dans ce même fichier. Donc je fais déclare, je déclare la variable $. Donc là, hop, comme ceci, et je lui dis que c'est n'importe quoi. Voilà. Si je fais ça, il va être content. Il va se dire, $, c'est n'importe quoi, donc je peux faire n'importe quoi avec. Et ça fonctionne correctement. Le problème, c'est que rien n'est documenté derrière. Et du coup, on perd un petit peu l'intérêt du TypeScript. Donc on pourrait se dire, ouais, dans ce cas-là, il me suffit tout simplement de créer un fichier de déclaration comme je l'ai fait et de déclarer un petit peu tout. Le problème, vous le devinez, c'est que jQuery est beaucoup plus complet que cette fonction-là. Et du coup, il y aurait des tonnes et des tonnes de choses à documenter, on n'en finirait pas. Heureusement pour nous, certains se sont déjà posé la question et ont déjà commencé à gérer les choses. Et ont généré en fait des fichiers de définition pour les différentes librairies les plus connues. Donc par exemple, si vous cherchez jQuery sur ce dépôt Definitely Typed, vous avez un fichier de définition pour jQuery. Et comme je vous le dis, je ne vous l'ai pas menti, c'est relativement long. Donc heureusement pour nous, il y a un outil qui permet directement de télécharger ça. Et cet outil s'appelle Typinks. Donc si vous voulez inclure de nouveaux types, donc je vais couper mon compileur, je vais faire un coup de sudo npm install-g et je vais installer Typinks. Donc ensuite, ça fonctionne en fait comme un gestionnaire de paquets, sauf que ça permet de télécharger automatiquement des définitions. Donc la première étape, c'est de chercher la définition. Donc vous faites Typinks, search, et vous dites, allez, je cherche une définition pour jQuery. Donc là, ça va vous en donner une tonne, et ça vous donne la source. Donc là, DT, c'est tout simplement que ça vient de Definitely Typed. Je suis désolé pour la prononciation. Donc si je veux charger le truc de jQuery, je fais un coup de Typinks, DT, donc c'est la source, tilde, jQuery, donc c'est le truc que je vais télécharger, et je n'oublie pas juste avant le install. Et automatiquement, ça va inclure la définition au niveau de mon système. Donc là, je vais avoir une erreur parce que dès que ça vient de DT, donc de Definitely Typed, il faut rajouter -- global. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Automatiquement, ça va vous créer un dossier Typinks qui va contenir nécessairement un fichier index.d.ts qui fait référence aux différents fichiers de définition. Et là, on retrouve le fichier de jQuery.
Si vous voulez l'inclure, il vous suffit au niveau de votre fichier tsconfig d'aller charger aussi ce fichier-là. Donc là, c'est directement dans le dossier typings. Je vais charger index.d.ts. Donc là, je vais relancer mon petit coup de watch, donc en faisant un tsc watch, voilà. Et maintenant, je peux utiliser ce nouveau type de variable. Donc là, je peux lui dire, lorsque je déclare cette variable, ce n'est pas de n'importe quoi, mais c'est de type jQuery statique. Voilà. Et maintenant, si je sauvegarde, tout refonctionne correctement. Et de la même façon, maintenant, dès que j'essaie d'appliquer une méthode, il connaît l'ensemble des méthodes qui sont disponibles ici. Donc là, hop, je prends en paramètre une fonction, et hop, il sait aussi quels types sont là. Et tout comme ça est documenté. Donc l'avantage, c'est qu'il vous empêche de faire des choses qui ne sont pas disponibles sur les différentes méthodes. Si par exemple, vous essayez d'accéder à la propriété style, tout de suite, ça va être souligné en rouge et vous dira non, ça, ce n'est pas disponible au niveau de cet objet. Et vous avez comme ça une notion de typage. Donc de la même manière, si vous regardez le fichier de définition, hop, si vous descendez tout en bas, il a prévu l'utilisation du module jQuery. Donc si vous vous dites, je ne veux pas utiliser ce système-là, mais je veux plutôt le télécharger via npm, en faisant un npm install-save jQuery. Hop. Si vous choisissez d'utiliser jQuery, vous pouvez faire un import. Alors il faut faire attention parce que dans la définition, hop, donc c'était ici, c'est pas un export default qui fait, mais c'est un export égal $. Donc si vous voulez l'inclure, vous faites import $ égale require de jQuery. Et là, hop, ça se remet à fonctionner. Ou vous pouvez faire un import étoile, donc n'importe quoi, as $from jQuery. Donc vous avez plusieurs manières d'écrire la même chose. Voilà, et ça donnera aussi le bon résultat. Et si je regarde au niveau de mon fichier compilé, donc c'est dans le parti build, hop, je vois qu'au niveau de mon démo, moi j'ai toujours le chargement de ma classe qui n'est pas vraiment fou, mais au niveau de mon index.js, voilà, je retrouve bien le truc qui sera très très bien compris par Browserify ou Webpack. Voilà, donc c'est un petit détail, mais c'est très très important. TypeScript, ça ne fait pas forcément bon ménage avec tout ce qui vient de l'extérieur. Donc si vous avez des choses qui viennent de l'extérieur, vous devrez écrire des fichiers de définition. Alors vous allez vous dire, ouais, mais c'est quand même une contrainte assez importante, mais ça a l'avantage aussi de vous forcer à lire la documentation et écrire les fichiers de définition. Donc en écrivant les fichiers de définition, vous vous assurez que voilà les paramètres que ça attend, et au fur et à mesure, quand j'utiliserai ma librairie dans ma classe, je n'aurai pas de problème. Mais encore une fois, il faut faire ça seulement avec des fichiers qui viennent de l'extérieur, donc du JavaScript et non pas du TypeScript. Vous l'avez vu, lorsque j'ai inclus mon fichier démo, je n'avais pas de problème du tout à ce niveau-là. Donc voilà globalement ce que je voulais vous dire sur le TypeScript. Donc qu'est-ce que j'en pense personnellement? Je trouve que c'est un grand pas en avant vers quelque chose de beaucoup plus structuré pour le JavaScript. Personnellement, je trouve pas forcément tout super utile, notamment le principe de décorateur qui est encore, selon moi, assez expérimental au niveau de son fonctionnement. Je verrais bien un outil un peu comme ce qui montre dans les mixins qui permet de rajouter des propriétés, des méthodes via le système de décorateur, mais pour moi, c'est pas encore au point. Ceci étant dit, déjà la possibilité d'avoir la notion de type au niveau des variables, ça permet véritablement de bien s'organiser. Je pense notamment au niveau des classes. C'est un vrai plaisir lorsque vous créez une classe en fait de vous dire dès le début, je déclare toutes les propriétés, je précise quel type de propriétés j'ai au niveau de mon objet, et comme ça, quelqu'un qui prend la classe, c'est très pratique. Il sait directement ce qu'il attend, et directement au niveau du compiler et même au niveau de l'IDE, il sait les problèmes qu'il a lorsqu'il utilise une des classes. C'est beaucoup plus pratique que de devoir documenter toute votre classe et de générer un fichier de documentation que personne ne va lire de toute façon. Là, au moins, dès l'éditeur, on sait qu'il y a un problème et ça permet de mieux s'y repérer. Le seul inconvénient, c'est malheureusement ce système de définition lorsque l'on souhaite inclure des trucs venant de l'extérieur. Donc après, il faut voir le taux d'adoption de TypeScript, mais si c'est bien adopté, on imagine que beaucoup de gens vont se mettre à faire des fichiers de définition avec leur librairie, et du coup, ça va vraiment nous simplifier la tâche. Donc à voir ce que ça va donner dans l'avenir et à suivre de très près. Ceci étant dit, vous pouvez déjà vous y mettre, et surtout si vous utilisez AngularJS 2, vous n'avez pas le choix, il va falloir s'y mettre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de voir un petit peu ce que c'était que ce truc-là, et vous aura donné envie de l'utiliser. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!